Salut à tous les chercheurs de la liberté. Soyez bienvenus à ma chaîne Panafricanisme libertaire. Dans cette première vidéo, on va aborder un sujet qui porte sur le panafricanisme. La question qu'on s'est posée est de savoir si le panafricanisme constitue la bonne voie pour les Africains. On va faire d'abord une brève histoire du mouvement et ses principes. Après, on va voir la représentation actuelle du panafricanisme. Et ensuite, on va terminer avec l'analyse finale afin de répondre à la question de si c'est la bonne voie pour les Africains. C'est parti. Évidemment, vous avez déjà entendu parler des mouvements qui se réclament panafricanistes et anti-occidentaux. Et il faut savoir d'où sort cette idéologie, quelle est son origine et pourquoi il continue avec cette logique, quels sont ses principes, comment il a-t-il surgi et quel est son but. Pour ce faire, on va d'abord définir le panafricanisme. Alors, le panafricanisme s'agit d'un mouvement politique, intellectuel, idéologique, culturel et social qui proclame la défense des droits et l'unité des nègres partout dans le monde, l'homogénéité des peuples africains et qui vise l'unité culturelle et politique de l'Afrique et des afro-descendants sur la coupole d'un seul État. Et bon, peut-être certains d'entre vous vont se surprendre par le fait de savoir que le panafricanisme ne s'agit pas d'un mouvement typiquement africain, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement qui est né sur le sol africain. Le panafricanisme, c'est un mouvement d'origine afro-américaine qui a tenu son premier congrès à Londres en juillet 1900, sous l'initiative de Henry Sylvester Williams, qu'à côté de William Edward Burgard Dubois, est considéré comme le père du panafricanisme. Le panafricanisme est né donc dans le contexte de l'esclavage, la discrimination raciale, la conquête coloniale et la domination des métropoles occidentales, des territoires des nègres, des territoires des peuples africains. Parmi ses représentants, on trouve Marcus Garvey, George Patmore et Antenor Firmin. Ils ont eu plusieurs rencontres, plusieurs retrouvailles, parmi lesquelles on peut citer le Congrès de Paris de 1919, lors du commencement de la Première Guerre mondiale, qui a marqué la division entre radicaux et modérés. Les radicaux, ce sont ceux qui voulaient suivre la voie typiquement communiste, et les modérés, ce sont ceux qui considéraient qu'il ne fallait pas suivre le même schéma qu'est le communiste. Les plus grands représentants de ces deux blocs étaient William Edward Burgard Dubois pour les radicaux et Blaise Diagne pour les modérés. En 1945, les idées panafricanistes s'accroissent, notamment avec le congrès de Manchester organisé par George Patmore, Kwame Nkrumah et William Edward Burgard Dubois. Dans ce congrès, Kwame Nkrumah s'affirme comme le nouveau chef du mouvement panafricain. Il oriente un projet politique purement élitiste et intellectuel à la base vers les classes populaires qui vont constituer jusqu'à nos jours l'objet principal des discours panafricanistes. Dans ce congrès, parmi les principes, on peut retenir les suivants. L'abolition des lois foncières autorisant à enlever leurs terres aux Africains. Le droit pour les Africains de développer les ressources économiques de leur pays sans entrave. L'abolition de toutes les lois de discrimination raciale, la liberté de parole, de presse, d'association et d'assemblée, l'éducation obligatoire et gratuite, l'installation d'un service de santé et d'aide sociale pour tous, accorder le droit de vote à tous les hommes et femmes de plus de 21 ans, l'abolition du travail forcé et l'introduction du principe de salaire égal à travail égal. Maintenant, on passe à la représentation du panafricanisme actuel. Aujourd'hui, les principes panafricanistes sont insérés dans les actes constitutifs des organisations régionales africaines, parmi lesquelles on peut citer l'Union africaine. Dans son acte constitutif créé en 2000, ils sont tracés les objectifs suivants.
l'unité et solidarité des pays d'Afrique, la défense de l'intégrité et de la souveraineté de ces pays, l'accélération de l'intégration politique et socio-économique du continent et de la recherche scientifique et technologique, la promotion internationale des positions africaines communes et enfin l'harmonisation et la coordination des politiques économiques régionales. Dans le côté opposé au status quo, on peut citer l'ONG Urgence panafricaniste, lidérée par Kémy Séba, ou la junte militaire gouvernant de fait le Mali. Ainsi, on passe à la troisième partie de cette vidéo, dans laquelle on va répondre à la question de savoir si le panafricanisme constitue la voie idéale pour les Africains. D'abord, moi je suis libertaire et individualiste, c'est-à-dire que pour moi la liberté individuelle doit toujours primer sur celle de la société ou de l'État, que sont les relations concrètes entre les individus, ne sont que des réalités abstraites. Donc je considère que le panafricanisme classique, qui se base sur la contradiction des races, plus précisément celle de la race noire face à la race blanche et des Africains opposés aux Occidentaux, ne constitue pas la voie idéale pour le développement économique et l'épanouissement des Africains. Je vais ainsi mettre l'accent sur 4 raisons pour lesquelles je défends cette position. Premièrement, l'idée axée sur un supposé destin en commun de tous les nègres et de tous les Africains. Ça ne se traduit pas dans la réalité. Pourquoi? Parce que en étant des personnes différentes, avec des cerveaux différents, on ne peut pas avoir les mêmes objectifs. Ça, d'abord. Et après, on vient des ethnies différentes, des sociétés différentes, des familles différentes. Donc, c'est impossible qu'on puisse avoir les mêmes objectifs par le simple fait d'appartenir à la même race ou au même continent. Deuxièmement, les panafricanistes politisent d'une façon accrue la société africaine, notamment les classes moyennes, les bas peuples et la jeunesse émergente. Pourquoi je dis ça? Parce que une population, et ça a été toujours comme ça dans l'histoire, une population qui passe la plupart de son temps en se préoccupant de qu'est-ce qui fait le politicien, qu'est-ce qui fait l'homme politique qui est au pouvoir, au lieu de se préoccuper, de s'inquiéter de comment il va régler sa propre vie individuelle, c'est une population qui est vouée à l'échec. C'est une population qui ne peut pas se développer économiquement. Si on prend le cas de la Suisse, qui est un régime d'assemblée, dans lequel chaque canton prend sa position dans tout ce qui relève des questions internes de l'État, mais les Suisses, voilà, ils passent la plupart de leur temps, pas dans le canton, hein, ils passent la plupart de leur temps en pensant des solutions pour leur vie individuelle, en travaillant, en faisant leur boulot. C'est comme ça qu'une population s'apprête à aller de l'avant. C'est un problème de mentalité. L'Africain passe la plupart de son temps à jeter la responsabilité de ses actes sur les autres, sauf sur lui-même. Et ça doit changer, parce qu'une population ne peut pas avancer s'il n'assume pas sa propre liberté. Il faut primer la liberté économique sur la liberté politique. C'est quoi la liberté économique? C'est quand tu as les moyens matériels pour exprimer ta liberté. Par exemple, imaginez-vous que vous voulez être des journalistes, mais sous l'état dans lequel vous vivez, celui-ci monopolise tout ce qui concerne le journalisme. En fait, c'est juste les gens qu'il choisit qui puissent avoir un espace dans la télévision, un espace dans la radio, un espace dans les médias, un espace dans les télécommunications. Dans ces cas, vous n'avez pas la liberté d'expression parce que l'État, il monopolise les secteurs de l'information. C'est lui qui décide qui peut informer et qui ne peut pas informer. Donc, vous ne pouvez pas avoir une chaîne télévisive, vous ne pouvez pas avoir une chaîne de radio. Donc, vous n'êtes pas libre. Et ça, c'est la réalité. Troisièmement, le panafricanisme dévie l'attention des vrais coupables de nos problèmes, qui sommes nous-mêmes. Aujourd'hui, et depuis l'accès aux indépendances, on tend toujours à mettre la responsabilité de tous nos problèmes sur les dos de l'Occident.
Je vais prendre un exemple pratique. Les contrats d'État qui se disent légionnaires. Les gens pensent d'habitude qu'on oblige à nos dirigeants à les signer. Mais on sait qu'un contrat, c'est un accord volontaire générateur de droits et des obligations. Même s'il y a une partie qui est plus puissante, par exemple, quand tu signes un contrat d'adhésion avec une entreprise, voilà, elle est plus puissante que toi, mais elle ne t'a pas obligé à signer le contrat. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est nous-mêmes qui avons la responsabilité de bien conduire nos pays à l'épanouissement. On ne peut pas continuer avec cette tendance à mettre toujours la faute sur les dos des autres. Cette position anti-occidentale nous fait plus mal que bien. Nous fait plus du mal que du bien parce que ça dévie l'attention des vrais coupables. Qui sommes nous-mêmes, parce que c'est nous qui votons les hommes politiques qui sont au pouvoir. C'est nous qui votons ces hommes politiques. Donc, on ne peut pas continuer en jetant toujours la faute des problèmes que nous-mêmes on crée sur les dos de l'Occident. La société occidentale a ses propres problèmes. Vous avez vu récemment, Macron, il a réformé la retraite. Qu'est-ce qui se passait? Les Français sont dans la rue. Ils ont leurs propres problèmes. Ne confondez pas les intérêts géostratégiques, géopolitiques des États occidentaux avec les intérêts des personnes occidentales qui sont des personnes normales, comme les Africains, qui se plaignent aussi de leurs hommes politiques et de leurs États. Dernièrement, le panafricanisme renforce des idées qui nous emmènent à la pauvreté, qui nous perpétuent dans la pauvreté. Pour expliquer ces points, on va faire un petit exercice historique. Depuis les années 60, qu'on a avec les idées panafricanistes, l'Afrique est toujours dans les mêmes problèmes. Avec des petites différences parce que, voilà, on a évolué un peu, mais les mêmes problèmes subsistent. Dans le domaine économique, on n'a pas encore réussi à contrôler le premier secteur économique qui est le secteur primaire dédié à l'agriculture et à l'élevage et à tout ce qui concerne l'exploitation directe de la terre, comme couper des bois, etc., etc. Et tout ça, c'était des pratiques que l'Occident faisait au Moyen Âge. Au Moyen Âge. Qu'avec la révolution industrielle, ils ont réussi à intégrer le secteur industriel. Nous, on n'a pas encore fait la transition, une transition qu'ils ont fait depuis des siècles. Maintenant, est-ce que les idées panafricanistes nous aident à faire cette transition dans le domaine économique, nous aident à arriver à l'épanouissement? Par le simple fait de faire un constat historique, la réponse est non. La réponse, c'est non. Et aussi, le panafricanisme, c'est un mouvement purement socialiste. Et si on fait encore un exercice historique, on sait que le socialisme n'a jamais marché, n'a jamais enrichi aucune société. Au contraire, ils ont toujours appauvri les sociétés dans lesquelles ils ont apparu, les socialistes. La Chine de Mao Zedong, ce n'est pas la Chine de Deng Xiaoping, qui est une Chine que le président, en fait le secrétaire général du Parti communiste de Chine, il avait introduit des mesures capitalistes pour faire développer la Chine. Et c'est à cause de ça que la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, deuxième économie mondiale. Parce que même si politiquement il reste un parti communiste, entre plusieurs guillemets, dans le domaine économique, ils ont des mesures capitalistes qui assurent leur développement. Maintenant, jusqu'où ils vont arriver, on ne peut pas savoir pour l'instant. Et une dernière chose, c'est que le panafricanisme, c'est un mouvement marxiste. Le marxisme, voilà, est basé sur la dialectique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y a toujours deux réalités matérielles qui s'opposent. Dans ces cas, c'est les Africains
et les Européens et les Occidentaux. C'est cette opposition. Et dans le marxisme, voilà, la réalité qui s'oppose, c'est défini par rapport à la réalité opposée. Autant pour moi. Et c'est-à-dire que pour me sentir africain, il faut que je sois anti-occidental. Ce qui ne doit pas être le cas. Ce qui ne doit pas être le cas parce que ça n'explique pas le cause de nos problèmes. Que j'insiste toujours, c'est nous-mêmes.